C'était Thanksgiving et je me suis garé dans l'allée, le grondement sourd de mon camion résonnant sur le gravier. L'odeur de pain des bois voisins se mêlait au léger arôme de fumée de bois s'échappant de la cheminée. Dans ma main gantée, je tenais une bouteille de scotch vieilli, un single malt de 12 ans d'âge, dont l'étiquette était juste assez usée pour en indiquer la valeur. Je portais ma chemise de flanelle la plus propre, celle qu'Alina aimait qualifier de respectable face à la racaille, et une paire de bottes en cuir ciré qui résonnaient sur le gravier. En sortant, j'entendais des rires filtrés dans la maison, des voix étouffées, des tintements polis de verre et le doux bourdonnement des salutations de la famille d'Alena. D'habitude, passer des vacances chez ses parents ressemblait à une représentation soigneusement chorégraphiée où chaque invité était un accessoire et où chaque sourire avait été vérifié pour en vérifier l'authenticité. Ce jour-là, cependant, je ne savais pas trop quel rôle j'étais censé jouer. Mon cœur battait fort, avec un mélange familier de fierté et de malaise, tandis que je m'approchais de la porte d'entrée. Alina se tenait là, mince, dans une robe sur mesure qui correspondait aux préférences de sa mère pour les tons neutres, beige, champagne et quelques éclats d'or dans ses bijoux. Ses cheveux étaient parfaitement attachés en arrière, pas une mèche de travers. Elle croisa mon regard sans sourire et fit un geste aussi précis qu'une baguette de chef d'orchestre. « Les invités arrivent par l'avant, dit-elle d'une voix basse mais claire. Vous avez travaillé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je ravalai la boule dans ma gorge. Mon esprit repensa à la douzaine de mails que j'avais envoyés avant l'aube, des feuilles de calcul pour le suivi des loyers, des factures pour de nouvelles réparations et des notes de réunion avec le service des bâtiments de la ville pour finaliser les permis de construire d'un projet dans lequel j'avais sué sang et eau. L'épuisement me tiraillait les épaules, mais je me redressai et levai le menton. Je comprends, dis-je d'une voix assurée. Je soulevai le scotch et le lui offris comme un rameau d'olivier. Elle n'hésita pas. Elle le prit de ma main et nos doigts s'effleurèrent brièvement, un moment électrique que je reconnus sans pour autant l'accepter. J'acquiesçai et m'éloignai de l'entrée. Le gravier crissa sous mes bottes tandis que je contournais la maison, remarquant le nouvel aménagement paysager que son père avait insisté. Des haies taillées, des arbustes impeccables et une allée pavée aménagée l'été dernier, que les parents d'Alena considéraient comme une déclaration magistrale de leur goût raffiné. J'éprouvais une ironie familière. Tous ces efforts pour se forger une image de noble aisance alors qu'ils pensaient contrôler tout ce qui se disait sur ma vie, mes origines, mon métier, et que je n'étais pas vraiment l'un d'eux. En approchant de la porte de la cuisine, je m'arrêtai et pris une profonde inspiration. L'air froid emplissait mes poumons, se mêlant à la chaleur qui s'échappait de la maison. Je levai mes bottes sur le seuil, entrant comme l'un des domestiques qu'ils pensaient que j'étais. Ma flanelle et mes bottes rendaient l'uniforme plus réel. À cet instant, je sentis la tension dans ma bouche. Un mélange d'amertume et de détermination. Je fermai la porte derrière moi et le salon du dîner se leva pour m'accueillir. L'argenterie s'entrechoquait, les voix s'élevaient dans un rire poli. Je me glissai dans la cuisine, submergé par un mur de chaleur et de bavardage. L'îlot central était une dalle de granit ancrée au milieu d'un plan de travail en inox impeccable. Je m'installai sur l'un des hauts tabourets, le dos droit comme un piquet, sentant tous les regards braqués sur moi. Bien que personne ne m'ait remarqué, je posai mon scotch et déboutonnai mon flanelle au niveau du col, détendant ma nuque. Mon regard se porta sur la rangée de plateaux de dinde sur le comptoir, la sauce au canneberge dans un bol en cristal et la purée de pommes de terre fumante dans une immense boîte blanche. L'odeur de la viande rôtie flottait dans l'air, parfumée de sauge et de romarin. J'ai pensé aux blagues que les parents d'Alena allaient faire dans quelques minutes, sur le fait que leur gendre pensait encore que les gens comme moi devaient prouver quelque chose en transportant de l'alcool cher en guise de gage de paix. J'ai levé les yeux lorsque sa mère, Cynthia, est entrée dans la cuisine, les yeux brillants derrière un collier de perles qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Elle s'est arrêtée en me voyant assise là, me penchant en arrière pour lisser son épais cardigan. « Oh » a-t-elle commencé avec un sourire poli qui n'a pas atteint ses yeux. « Je ne savais pas que tu avais opté pour le service en cuisine aujourd'hui. » Elle a fait un geste vers la salle à manger où des lustres suspendus au plafond tels des pendentifs en pierres précieuses projetaient une douce lueur sur chaque surface polie. La table était dressée pour une douzaine de convives, avec de la soie et des serviettes pliées en œuvre d'art et des verres à vin en cristal attendant d'être remplis. J'ai gardé une expression neutre. Je m'assure juste que tout est prêt, ai-je dit. Mes mots étaient froids comme la glace, mais au-delà, mon pouls battait fort. J'avais assisté à suffisamment d'événements ici pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Je devais rester invisible jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi pour remplir les plateaux ou servir du vin. J'ai boutonné le haut de ma chemise en flanelle.
On dirait que vous avez beaucoup d'aide, et j'ajoutai en désignant d'un signe de tête le groupe de serveurs qui entraient avec des plateaux de céderves. Ses lèvres se sont pincées. Elle a incliné la tête vers le garde-manger. Franck, a-t-elle commencé à utiliser le nom que le père d'Alena me réservait quand il pensait que personne d'autre ne pouvait y arriver. Puis elle est passée, ses talons brillants claquant, me laissant seul avec mes pensées. J'ai pris une gorgée de scotch, brûlant, fumé, exactement comme je l'aimais, et je me suis laissé calmer. Mon reflet me fixait sur la crédence en inox. Des yeux sombres se sont plissés, une mâchoire forte, marquée par la détermination, et une pointe de colère bouillonnait sous la surface. J'ai porté mon attention vers le plan de travail où un sandwich à la dinde à moitié fini était enveloppé dans du papier sulfurisé. Les bords du pain étaient imbibés de jus et de sauce. Je le déballai, effleurant la croûte moelleuse de mes doigts, et pris une bouchée. Le pain était sec malgré l'humidité de la viande. Et j'éprouvai une pointe de satisfaction. S'ils voulaient me prendre pour un domestique, je pourrais m'attarder un moment dans leur cuisine. Peut-être leur faire oublier que j'étais le propriétaire de l'immeuble qu'ils considéraient comme leur maison familiale. Personne ne me salua. Les invités, quittant l'entrée pour la salle à manger, s'arrêtèrent pour me regarder mâcher, la confusion perçante dans leurs yeux. Les parents d'Alina, Margot et Marcel, recevaient un petit groupe de voisins dans la pièce d'à accent grave côté, leurs voix emplies d'une cordialité puissante. Je les entendis rire de choses futiles. Le temps, que Connie, du coin, avait apporté la meilleure tarte à la citrouille, que le golf de Marcel n'était plus ce qu'il était. Un rire fusa dans mes veines, amer et précis. Ils s'étaient moqués de moi pendant des années, me traitant d'ouvrier chanceux lors des barbecues familiaux, me suggérant de trouver un vrai travail quand je leur expliquais que l'immobilier commercial était ma passion. Ils ne m'avaient jamais invité dans leur univers. Ils ne me laissaient tout simplement jamais échapper à leur jugement. J'ai avalé le reste du sandwich, savourant la sensation de déchirer quelque chose qu'ils jugeaient indigne de moi. Ils ne m'avaient pas invité à me joindre au tableau festif de la salle à manger, à danser sous ces lustres scintillants. Au lieu de cela, ils m'avaient relégué dans un coin de l'îlot de cuisine, comme un personnage secondaire dans l'histoire qu'ils voulaient raconter à leur connaissance. Mais je n'étais pas qu'un simple auxiliaire. J'ai jeté un coup d'œil aux photos encadrées sur le réfrigérateur. Des photos des vacances familiales d'Alena à Veille, le bal annuel du Nouvel An, où mon nom n'était pas murmuré dans les cercles polis. Ils ne savaient pas qui j'étais vraiment. Ils ignoraient que j'avais bâti un empire de propriété commerciale à travers l'État. Que ma société, Rodenglin Property Group, détenait des baux qui payaient ses lustres. Je pris une autre gorgée de scotch, sentant le courage liquide me brûler l'estomac. Quelques instants plus tard, la sonnette retentirait à nouveau et de nouveaux invités arriveraient, chacun franchissant cette porte avec l'impression que tous les invités partageaient la même autorité sociale. Ils croyaient au récit que la famille d'Alena avait forgé, selon lequel j'étais un étranger, un mari ouvrier qui gagnait assez d'argent pour maintenir sa femme confortablement dans le droit chemin, mais pas assez pour contester leur suprématie. Ils ignoraient qu'une fois la purée de pommes de terre débarrassée, leur façade soigneusement entretenue commencerait à s'effondrer. Je posai la bouteille vide sur le comptoir et me redressai. Je fouillai dans ma poche pour trouver mon téléphone, le pouce sur le bouton silencieux. J'aurais aimé un instant pouvoir envoyer un simple SMS pour annoncer ma présence, bien plus qu'un simple invité entré par la cuisine. Mais cet instant appartenait à un avenir que j'avais soigneusement planifié, où leur fierté serait en ruine et où la vérité pourrait se suffire à elle-même. Pour l'instant, j'avais fini mon sandwich, je me suis levé, j'ai redressé le col de ma chemise de flanelle et j'ai attendu, silencieux, inaperçu, et puissant comme un verre de scotch posé négligemment sur une table où personne n'osait prendre une gorgée. J'étais à mi-chemin de ce sandwich à la dinde sec, ses bords cassants s'émiettant entre mes dents, lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Le son a résonné dans la maison avec une autorité qui exigeait que chacun marque une pause au milieu d'une conversation, d'un rire, d'un jugement. Je n'ai même pas eu besoin de tourner la tête pour savoir de qui il s'agissait. Cette voix, profonde, chaleureuse, chargée d'années de négociations et de commandements, a déferlé dans la cuisine comme une marée, charriant avec elle le péché de l'argent et de l'influence. Cette odeur a intérêt à être celle de ta mère, tonna la voix, et je sentis un sourire me tirer les lèvres. Malgré la tension qui me pesait comme une pierre dans l'estomac, je levai les yeux au moment où Terence Knox entrait dans la cuisine, sa présence éclipsant la pièce telle une éruption solaire. Ses cheveux, argentés aux tempes, reflétaient la lumière du lustre suspendu, lui donnant un air majestueux qui s'accordait parfaitement avec le costume bleu marine qu'il portait comme une seconde peau. Il marqua une pause en me voyant,
les yeux plissés par une familiarité que personne d'autre dans cette maison ne semblait partager. « Patron », dit-il, ce seul mot chargé d'une assurance naturelle qui imprégnait toutes les salles de réunion, de Boston à San Francisco. Le silence retomba dans la cuisine. Même le four sembla s'apaiser. Je soutins son regard et laissai l'instant s'évaporer. Le laissai se déposer comme une fine poussière sur une étagère ancienne. Puis je me levai, repoussant le tabouret avec le bruit du métal sur le carrelage, et lui tendis la main. « Content de te voir, Terence, dis-je. » Ma voix était calme, celle d'un homme qui. Je savais faire la différence entre être ignoré et être reconnu. Son sourire s'élargit tandis qu'il me serrait la main d'une main ferme, l'autre me tapant sur l'épaule comme un vieil ami. « Je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui, » dit-il, assez fort pour que les voix dans la salle à manger l'entendent. Le lustre vibra comme s'il avait entendu quelque chose de scandaleux. La cuisine était devenue si silencieuse que j'entendais le faible tic-tac de la vieille horloge au-dessus de la porte du garde-manger. Derrière Terence, je vis Alina, le visage vidé de ses couleurs, comme si on l'avait essoré comme un égouttoir. Sa bouche était grande ouverte, le verre de vin qu'elle tenait à la main tremblant juste assez pour faire couler un mince filet de liquide le long du pied. Elle me fixait comme si j'avais soudain des cornes. Son père, Marcel, se tenait à mi-chemin entre la salle à manger et la sortie, sa serviette toujours à la main. Il laissa échapper un rire nerveux et étranglé qui mourut dans sa gorge. Sa mère, Cynthia, s'agrippait au dossier d'une chaise comme à une bouée de sauvetage. Ses jointures étaient blanches. Je les observais tous, jusqu'au dernier, tandis que les mots restaient suspendus là comme un nœud coulant. « Patron », Terence se pencha, inconscient de la tension dans la pièce, ou peut-être la pression. « Écoutez, pour ce marché conclu à Burlington, je ne vous remercierai jamais assez, dit-il d'une voix plus basse, mais suffisamment forte pour que toutes les oreilles attentives puissent l'entendre. C'est grâce à Rhode et Lynn que cela est possible. Je dis à tout le monde que s'ils veulent un bien immobilier dans cet état, ils vous appellent. » J'avais l'impression que la poitrine allait éclater sous la satisfaction et la douleur lente et lancinante d'une vérité enfin révélée. Je sentais les yeux d'Helena sur moi, écarquillés et choqués. Je ne la regardais pas encore. Au lieu de cela, je haussais les épaules comme si tout cela faisait partie de ma journée de travail. « Ravi de pouvoir aider, » dis-je, ma voix contrastant doucement avec le silence tonitruant. Qui s'était installé? Terence jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il venait de réaliser que l'atmosphère de la pièce était passée de joviale à stupéfaite. Il se tourna vers moi, l'air perplexe. « Attendez, tu ne savais pas que la cuisine était aussi morte ce soir ?» dit-il en désignant la dinde et les assiettes vides. « D'habitude, tes beaux-parents tiennent les traiteurs en haleine. » Ce dernier mot, traiteur, frappa l'air comme un coup de poing. La mère d'Alina inspira brusquement, son regard se fixant sur son mari, qui semblait avoir croqué dans un citron. Les lèvres d'Alina s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Je sentis quelque chose de vieux et d'enfoui. Un mélange d'humiliation et de justification me noua le ventre. Pendant des années, ils m'avaient traité comme une aide, comme un homme à tout faire qui avait de la chance. Ils laissaient leur condescendance se glisser dans chaque conversation, chaque invitation à dîner. Maintenant, le sourire de Terence était le point d'exclamation à la fin d'une phrase que j'écrivais en silence. Je tournai lentement la tête, mon regard se fixant sur celui d'Alina. Sa bouche bougea, cherchant un mot, une explication, n'importe quoi qui pourrait apaiser ce moment. Mais il n'y avait aucun moyen d'apaiser la situation. Le verre de vin qu'elle tenait à la main glissa légèrement. Plus bas, ses doigts tremblants contre la tige délicate. Le rire de son père, quand il retentit, fut cassant et trop rapide. « Eh bien, quelle surprise !» balbutia-t-il. « Je ne savais pas que vous étiez si proche. » Terence tourna la tête vers Marcel, les sourcils amusés. « Proche » répéta-t-il. « Bon sang, je n'aurais pas conclu la moitié des affaires que j'ai conclues cette année sans Rhode et Lynn derrière moi. Votre gendre a un empire dont la plupart des gens tueraient pour faire partie. » La pièce trembla sous le poids de ce mot. Empire. Mon cœur battait plus vite en scrutant les visages autour de moi. Alina, ses parents, les cousins et les amis de la famille se cachaient juste derrière la porte de la cuisine. Chaque expression était un cocktail d'incrédulité, d'envie et de la lente horreur naissante qu'ils aient peut-être mal jugé l'homme qu'ils essayaient de mettre sur la touche. Je croisai les bras sur ma poitrine, laissant la force de cette vérité s'installer en moi. Pour la première fois ce soir-là, je me sentais grande, vraiment grande. Comme si chaque centimètre de mon corps était sous le poids de toutes les insultes qu'il m'avait proférées.
Terence ne remarqua pas l'attention. Peut-être si, et s'en fichait-il. Il se pencha plus près, la voix grave et conspiratrice. Écoute, patron. J'ai 2 projets qui pourraient t'intéresser. Je t'enverrai les détails par SMS. Il me tapa de nouveau sur l'épaule, puis se tourna vers la salle à manger d'une voix tonitruante. Et, ne monopolise pas toute la farce. Garde-moi un peu. Sa voix s'éteignit tandis qu'il disparaissait dans la salle à manger, laissant la cuisine dans un silence stupéfait. Je sentis tous les regards se tourner vers moi. Alina resta figée, les lèvres pincées, le regard brillant d'un mélange d'excuses et de peur. Son père remua, mal à l'aise, la mâchoire si serrée qu'une veine palpitait dans son cou. Je laissai le silence s'étirer. Chaque seconde était une leçon que j'avais attendue des années pour leur apprendre. Finalement, je levai le menton, laissant mon regard se poser sur Alnu. Je ne souris pas jubilé. J'ai simplement laissé la vérité combler l'espace entre nous. Je n'étais plus l'homme qui avait besoin de leur approbation. J'étais l'homme qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Comme si elle ne savait pas quoi faire de la réalité qui venait d'exploser au milieu de sa vie soigneusement organisée. Je les laissais regarder. Je les ai tous laissés regarder, car maintenant les fissures commençaient à se former et je n'allais pas m'arrêter avant que toute la façade ne s'effondre. Terence a tiré un des tabourets à côté de moi et s'est laissé tomber comme s'il était le maître des lieux. Sa présence était comme un orage. Électrique, imprévisible, une force qui attirait tous les regards. Il s'est penché en arrière et s'est lancé dans une histoire sur le plus grand projet immobilier de Burlington. Tissant des détails sur les permis municipaux et les immeubles d'appartements. Comme si nous étions les 2 seules personnes dans la pièce. La cuisine ressemblait à un bocal à poisson. Tous les convives dans la salle à manger adjacente tendaient le cou pour attraper des morceaux de sa queue, leur conversation polie s'évaporant sous le poids de son autorité. « Toi tu connais ce marché au bord de l'eau, dit-il, sa voix puissante et désinvolte qui emplissait l'espace entre nous. Je n'aurais pas pu conclure ça sans ta compagnie. Rod et Lynn ont rendu tout cela possible. Les urbanistes me mangeaient dans la main. Grâce à la paperasse que tu as simplifiée. Chaque fois que j'avais besoin d'une signature, tu étais là. Chaque fois que j'avais besoin d'un permis accéléré, tu l'obtenais. Et n'oublions pas ce petit contretemps syndical, pouf, disparu en un jour. Il rit, d'un rire sec et empli d'une fierté qui nous appartenait à tous les 2. Même si je savais qu'il valait mieux ne pas le laisser paraître. Alina se tenait près de l'évier, les mains tremblantes sur un verre qu'elle rinçait depuis trop longtemps. L'eau coulait régulièrement dans l'évier, un crépitement rythmique emplissant le silence entre ses mots. Son père, Marcel, se penchait dans l'embrasure de la porte, la mâchoire détendue et le regard errant entre Terence et moi. Sa mère, Cynthia, serrait un torchon comme une bouée de sauvetage, les jointures blanches. Toi, la voix de Marcel craqua comme du bois sec. Tu possèdes des immeubles? Son ton était faible, forcé, comme s'il me posait une question sur un secret qu'il préférait ne pas entendre. Je pris lentement une bouchée de farce dans l'assiette devant moi. Sa richesse terreuse, sauge, beurre, la légère saveur d'oignon, emplissait ma bouche, me calmant. J'avalai, puis croisai son regard avec le même calme que je pratiquais depuis des années. Plusieurs, dis-je d'une voix lente mais assurée, chaque syllabe gravée dans le granit de ma propre détermination. Le silence. Il se répandit depuis la cuisine comme une pierre tombée dans un lac calme, semant choc et malaise dans son sillage. La salle à manger semblait pétrifiée. Tous les regards étaient braqués sur nous, chaque respiration suspendue. Je vis la sœur d'Alena, Grace, les lèvres entr'ouvertes, son verre de vin figé à mi-chemin de sa bouche, comme si elle avait été surprise au milieu d'une phrase. Je vis l'oncle Ron, qui m'avait un jour traité de simple type tombé dans les bonnes grâces d'Alena, son visage incrédule. Terence, inconscient ou ravidu. Spectacle, se pencha en avant et frappa le comptoir de sa paume. Bon sang, je fais confiance à Rod et Lynn pour tous mes contrats. Personne ne connaît les tenants et aboutissants de la gestion immobilière comme toi. Même mes concurrents m'appellent pour me demander qui gère mes immeubles. Je leur dis franchement, parlez-lui. C'est grâce à lui que je suis en avance sur le calendrier et que je respecte mon budget. Les mots grésillaient dans l'air, plus forts que n'importe quelle accusation, plus tranchants que n'importe quelle insulte qu'il m'avait jamais proférée. Je le voyais écrit sur tous les visages. La prise de conscience qu'ils parlaient à un homme qu'ils avaient trop facilement écarté.
Que l'ouvrier en chemise de flanelle et bottes n'était pas seulement le mari d'Alena, mais la raison pour laquelle ils avaient tous profité d'un Thanksgiving douillet dans une maison dont j'aurais pu acheter et vendre les fondations une douzaine de fois. Les lèvres de la mère d'Alina tremblaient, sa voix à peine murmurait. Nous, commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge. Son regard. Je me tournai vers Marcel, cherchant une explication, des excuses qui me faciliteraient la tâche. Mais Marcel n'en avait aucune à me donner. Ses yeux étaient rivés sur moi comme s'il venait de découvrir un loup dans sa salle à manger, un loup qu'il avait pris pour un chien errant. Je laissai le silence s'étirer. Je le laissai respirer, car le pouvoir ne se résume pas à crier. Il s'agit de laisser la vérité s'installer si profondément dans une pièce qu'elle en change l'air lui-même. Terence, avec son invincibilité, continua de parler. Tu te souviens du projet Burlington, dit-il, la voix plus aiguë comme si le souvenir lui-même était un trophée. J'avais ces inspecteurs municipaux qui me trottaient dans le cul. Pardonnez mon français, ajouta-t-il avec un clin d'œil à Cynthia, qui blêmit. Et qui s'en est occupé? Ce type? Il connaît chaque règlement d'urbanisme, chaque échappatoire, chaque secrétaire de commissaire par son nom. C'est l'homme qu'il vous faut à vos côtés. Croyez-moi. Il se tourna vers moi, les yeux brillants. Et puis, je te dois un dîner, mon grand. Tout ce que tu veux. Nomme-moi. Restaurant. Rutes Christ Trattoria Rustica. N'importe où. J'ai souri. Juste un léger pli des lèvres, le genre qui n'atteignait jamais mes yeux. Je te prends au mot, ai-je dit. Et je le ferai, car j'avais gagné tout le respect qu'il me témoignait. Les yeux d'Alina me brûlaient le crâne. Je sentais son regard comme une marque. Elle avait voulu que je reste petite, que je me glisse par la porte de derrière, que je reste assise tranquillement dans la cuisine pendant que sa famille rendait son jugement depuis son royaume de cristal. Et maintenant, elle voyait que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas celui qu'elle avait invité à dîner. C'était quelqu'un d'autre, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment saisi. Terence se pencha en arrière et s'étira, inconscient de la tension, son large sourire aux dents larges. Mec, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Je pensais que tu serais trop occupé à signer des contrats pour venir. Sans vouloir t'offenser, Cynthia. Il fit un geste désinvolte du poignet vers la maison. Elle tressaillit. Sans vouloir t'offenser, murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. Le sourire de Terence fit narquois. Eh bien, je suis content que tu sois là, dit-il en tapant une dernière fois sur le comptoir avant de sauter de son tabouret. Cet endroit aurait besoin d'un peu de puissance. Il me fit un clin d'œil, puis se dirigea nonchalamment vers la salle à manger, laissant derrière lui un silence stupéfait. Je me tournai vers les décombres qu'il avait laissés. La mère d'Alina clignait rapidement des yeux, comme si elle essayait de se réveiller d'un rêve. Marcel était toujours figé dans l'embrasure de la porte, sa serviette froissée dans sa main. Alina elle-même semblait avoir été frappée par un raz-de-marée. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme si les mots justes pouvaient surgir si elle essayait suffisamment. Mais il n'y avait pas de mots justes. Je posai mon assiette et me levai, mes bottes raclant le carrelage. Mon regard balaya la cuisine, puis la salle à manger. Tous ceux qui m'avaient un jour qualifié de chanceuse, d'ouvrière ou de femme mariée. Ils n'avaient jamais pris la peine de me demander qui j'étais vraiment, ce que j'avais construit, combien de familles dépendaient des immeubles que je possédais pour leurs maisons et leurs entreprises. Ils ne m'avaient jamais posé la question, car ils n'avaient jamais cherché à voir au-delà de l'homme qui avait pris la porte de derrière à leur demande. Maintenant, ils savaient, et je n'avais pas fini. Ce soir-là, je partis avant le dessert. Je ne pris même pas la peine de goûter à la tarte à la citrouille ni aux tartelettes aux noix de pécan dont il se vantait toujours. Je poussai la porte d'entrée, sans me soucier que quelqu'un me remarque. Les lumières du porche projetaient des ombres crues sur les marches. Mes bottes résonnaient à chacun de mes pas dans l'allée. Je ne me retournai pas. Qu'il me regarde partir. Qu'il se demande comment un homme ignoré depuis des années pouvait attirer l'attention de Terence Knox et le respect qui l'accompagnait. L'appel d'Alena a commencé presque dès que je suis monté dans le camion. Le premier a bourdonné contre ma jambe avant même que je ne m'engage sur la route principale. Je l'ai ignoré, fixant le pare-brise où les gouttes de pluie avaient commencé à rayer la vitre comme des larmes. Le deuxième appel est arrivé 5 minutes plus tard. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il se taise. Et encore, et encore. Son nom brillait sur l'écran comme une marque. Mais je n'ai pas décroché. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin d'air.
J'avais besoin de me rappeler qui j'étais avant tout ça. Avant les sourires forcés, les humiliations désinvoltes, les renvois qui laissaient des bleus invisibles. À la maison, j'étais assis dans le salon, lumières éteintes. L'obscurité était comme un épais manteau que je ne pouvais pas enlever. Mes bottes étaient encore aux pieds, laissant des traces humides sur le parquet. Peu m'importait. Je me suis affalé dans le canapé, laissant le silence s'installer. Mon esprit rejouait chaque scène de cette nuit-là. La façon dont le visage de son père avait pâli quand Terence m'avait appelé « patron ». La voix de sa mère avait tremblé. La main d'Alena avait tremblé en serrant ce verre de vin. Le pouvoir n'est pas bruyant. Il ne s'accompagne pas de lumière clignotante ni de mégaphone. C'est silencieux comme une marée montante qui noie tout sur son passage avant que quiconque ne réalise qu'il aurait dû se réfugier plus haut. J'avais passé des années à les laisser parler, à les laisser se moquer de moi, à les laisser croire que j'étais juste un homme qui avait eu la chance de rencontrer une femme comme Alina. Je leur avais laissé croire que je n'avais pas ma place dans leur monde, parce que parfois le silence était plus facile. Parfois, il était plus facile d'être sous-estimé, mais c'était fini maintenant. Mon téléphone a vibré de nouveau. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Puis il a vibré de nouveau. Un SMS. Je l'ai décroché et j'ai lu l'écran de la mère d'Alina. Nous sommes désolés pour ce soir. La semaine a été longue. Veuillez comprendre. Comprendre? Que étais-je censé comprendre? Qu'il me traitait comme un étranger, un serviteur dans ma propre vie. Qu'il m'avait forcé à passer par la porte de derrière comme si je ne méritais pas de me retrouver dans la même pièce qu'eux. Mon pouce planait sur le bouton de réponse. J'avais envie de taper quelque chose. N'importe quoi. Mais rien ne me semblait aller. J'ai posé le téléphone, le laissant vibrer une dernière fois avant de l'éteindre complètement. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Une habitude. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant de longues ombres sur le sol. Je me suis servi une tasse de café, chaud, amer et nécessaire, et je me suis assis à la table de la cuisine. Ma boîte mail était déjà pleine. Des locataires avec des questions, des gestionnaires immobiliers avec des nouvelles, un rappel de réunion pour le projet à Burlington. Ma vie, mon empire, ce qu'ils avaient tous pris pour de la chance ou un petit boulot. J'ai siroté mon café et j'ai souri. Un email de la sœur d'Alina est apparu. Tu exagères. Ce n'était qu'une nuit. Ne laisse pas ça tout gâcher. Tout? Drôle de mot. Pour elle, tout était brunch et cours de pilates, barbecue en famille et tournoi de golf. Tout pour moi, c'était les années passées à construire quelque chose qu'on ne pouvait pas lui enlever par une remarque sarcastique ou un sourire forcé. Tout pour moi, c'était savoir qu'à chaque fois qu'il me traitait d'ouvrier, il passait à côté de la vérité. C'était moi qui possédais les titres de propriété. Je ne répondais pas. Qu'il croit que je me taisais parce que je ne savais pas quoi dire. Qu'il croit que j'étais encore l'homme qui prenait la porte de derrière quand il me demandait. Car le pouvoir ne réside pas toujours dans les mots qu'on dit, mais dans les mots qu'on ne dit pas. Je m'habillais lentement, mes bottes cirées, mais portant encore les traces du travail dont j'étais fier. Le miroir reflétait un homme qu'il ne reconnaissait pas. Un homme qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Je me coiffai en arrière, resserrai mes lacets et pris mon téléphone. Je passai outre les appels manqués d'Alena, les excuses timides de sa mère, le SMS de sa sœur. Je m'arrêtai sur le message de Terence de la veille. Terence va bientôt dîner. À vous de choisir l'endroit. Parlons projet. Parlons respect. J'ai souri. J'ai bâti mon monde de toutes pièces. Un bail, un contrat, une nuit blanche à la fois. Il ne m'avait jamais demandé comment j'avais fait. Il ne m'avait jamais demandé ce que cela signifiait pour moi d'entrer dans une pièce comme si j'en étais le propriétaire. Parce que si. Je suis sorti sur le porche, respirant l'air frais du matin. Mon souffle s'est embué devant moi, un rappel visible que j'étais vivant, que j'avais réussi ici par mes propres moyens. Le ciel s'étendait au-dessus de moi, vaste et ouvert, plein de possibilités. Ils s'étaient toujours moqués de moi. Ils avaient toujours pensé que je serais l'homme en dehors de leur monde. Mais la vérité était plus simple que ça. Je n'étais pas en dehors de leur monde. J'étais leur monde. J'étais les fondations sur lesquelles ils ignoraient même qu'ils se tenaient. Et quand la tempête arriverait, je serais le seul à avoir un toit sec. Je suis monté dans mon camion et j'ai tourné la clé, le moteur ronronnant comme une promesse. Je n'avais pas besoin de leur approbation.
Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais même pas besoin de leur porte d'entrée, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Chaque porte de leur monde menait à une pièce que j'avais déjà. Une semaine plus tard, le père d'Alina m'a appelé à l'improviste. Son nom a flashé sur l'écran de mon téléphone avec un sentiment d'urgence qui m'a serré le ventre. Je ne lui avais pas parlé depuis Thanksgiving. Je n'avais répondu à aucun des appels d'Alina. Je n'avais pas répondu aux messages de sa mère. J'avais choisi le silence, car c'est là que naît le vrai pouvoir. Loin de leurs scènes, de leurs applaudissements, de leurs manipulations. Mais l'appel est arrivé quand même, exigeant une audience que je n'étais pas sûr de vouloir lui accorder. Il avait l'air presque jovial quand j'ai répondu. Dis donc, fiston, on aimerait t'inviter à dîner. Tu sais, juste la famille, Alina, sa mère et moi. Pas d'invités, pas de spectacle, juste nous. L'invitation ressemblait à un piège, mais ma curiosité l'a emporté. J'acceptai, fixant l'heure et le lieu, d'une voix posée, sans rien dévoiler. Lorsque je m'engageai dans leur allée ce soir-là, la maison brillait d'une lumière chaleureuse, comme si elle n'avait jamais réservé un accueil aussi froid. Je montai les marches cette fois, bottes cirées, chemise impeccable, la même assurance que j'avais affichée à chaque table de négociation, brillant dans mes yeux. Marcel m'accueillit à la porte d'une poignée de main qui semblait répéter, son sourire forcé et trop large. Alina se tenait derrière lui, les yeux cernés d'inquiétude, les lèvres pincées comme si elle s'était entraînée à prendre un air désolé. À l'intérieur, la table était dressée pour 4 serviettes en lin blanc, des couverts impeccables, un centre de table composé de lys qui semblait sorti d'un fleuriste au pied levé. Une bouteille de vin était restée fermée, un leurre pour la véritable raison de ma présence ici. Marcel me fit signe de m'asseoir, et je m'exécutai, me blottissant sur la chaise comme si j'étais à ma place à chaque table d'honneur qu'il avait jamais donnée. Le dîner était une formalité. Poulet séché, asperges trop cuites, une pointe de tension que ni le vin ni les banalités forcées ne purent dissiper. Marcel attendit que les assiettes soient débarrassées avant de se caler dans son fauteuil, son sourire passant soudain de poli à professionnel. Je reconnais ce sourire des salles de réunion, celui qui précède la demande. Nous voulions vous parler de quelque chose, commença-t-il, les doigts croisés sous le menton. Le regard d'Alina se posa sur lui, puis sur moi, la bouche ouverte comme pour intervenir, mais elle resta silencieuse. Sa mère était assise, raide, son verre de vin intact, les doigts tremblant légèrement en le tenant. Allez-y, dis-je d'un ton neutre, indéchiffrable. Marcel s'éclaircit la gorge. Nous travaillons sur une nouvelle idée de développement, quelque chose d'important. C'est une opportunité que nous pensons que vous voudriez faire partie. Il s'arrêta. Comme s'il s'attendait à ce que je saute pour le applaudir à l'arrière pour le remercier de m'avoir inclus dans ses plans. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé parler. C'est un développement mixte du centre-ville, il a poursuivi, sa voix de vapeur. Nous avons besoin d'un partenaire clé. Contact, Terence, autres. Nous apportons la terre et le design. Il a glissé un dossier de manille à travers la table comme un pot de vin. Je l'ai ouvert, scannant les rendus brillants, les finances présentées comme un buffet de promesses. Mais tout ce que j'ai vu, il était désespéré de cacher derrière le plaquage de l'opportunité. Ce n'est pas un schéma, il a dit que son ton est pointu. À la normale, murmura-t-elle. Papa, je ne voulais pas. Le chaise de la chaise contre le plancher dure comme une note finale. Moi encore. Voix craquette. Nous pouvons résoudre ce problème. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et a vu une femme qui n'avait jamais remis en question l'histoire que sa famille lui a racontée sur qui j'étais. Une femme qui n'avait jamais demandé qui j'étais vraiment ou ce que je construisais toutes ces années. Non, dis-je doucement. Vous ne pouvez pas réparer cela avec une invitation à dîner et un dossier manille. J'ai fermé le dossier, le laissant sur la table comme un poids mort. Marcel le regarda, sa bouche s'ouvrit, mais pas de mots à venir. Je me suis retourné et je suis sorti, mes bottes lourdes sur le plancher en bois poli. Chaque pas un rappel que je ne quittais pas la façon dont je suis arrivé. Je suis sorti de la tête de porte d'entrée haute. Pas d'excuses, pas de regrets. Parce que la vérité était, je n'avais jamais eu besoin de leur validation. J'ai construit mon propre empire pendant qu'ils créaient des excuses. Et ce soir, ils me montraient exactement qui ils étaient et qui je ne serais plus jamais. Cela a commencé avec un appel téléphonique, anonyme, coupé, une voix que je n'ai pas reconnue. Monsieur Leroute, voici le conseil d'administration. Nous avons eu une plainte au sujet de l'un de vos bâtiments sur 3rd Street.
Quelque chose sur les violations du code du feu. La voix coulait de politesse forcée, mais je pouvais entendre la nuance. Il pêchait quelque chose. Je me penchai en arrière sur ma chaise, regardant par la fenêtre les toits de la ville, les toits des bâtiments que j'avais passé des années à collecter comme des trophées. Violation du code du feu, j'ai répété, en gardant ma voix stable. Lequel? Unité 214, la voix a répondu. Les papiers bruissaient en arrière-plan, le remaniement de quelqu'un assemblant un boîtier à moitié formé. Nous planifierons une inspection. Je pouvais alors l'entendre, la manière répétée. Il a dit, planifier une inspection. Comme s'il lisait à partir d'un script. Je l'ai remercié et raccroché. Une minute plus tard, un email de mon agent d'assurance a cinglé dans ma boîte de réception. Nous en avons reçu quelques rapports concernant vos propriétés. Appels anonymes. Planions un temps pour discuter de la couverture. J'ai senti mon pouce accélérer, mon esprit triant les possibilités. Ce n'était pas juste une plainte. Ce fut le début d'un modèle, un effort coordonné pour me faire transpirer, forcer ma main, pour me rappeler qu'il pensait toujours qu'il tenait les cordes. Je pouvais pratiquement voir le visage de Marcel, son sourire forcé de la table du dîner, la façon dont il a présenté cette opportunité en famille comme si c'était une branche d'olivier au lieu d'une laisse. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, c'était l'un de mes directeurs immobiliers, bien exprimé avec inquiétude. Et patron, je viens de me faire appeler quelques locataires. Quelqu'un les a contactés en lui demandant si vous l'avez pressé de signer des renouvellements ou de les menacer de loyer. Ils ne savaient pas quoi dire, alors ils m'ont appelé. Que se passe-t-il? J'exhalai lentement, l'amertume recouvrant ma langue. Ils jouaient le jeu le plus ancien du livre. La couture du doute, des cages en cliquetis, faisant remettre en question les gens la stabilité pour laquelle ils venaient compter sur moi. Mais ils avaient sous-estimé une chose. Je documente chaque transaction, chaque email, chaque signature depuis le jour où j'ai acheté mon premier bâtiment. Dites-leur la vérité, je dis. Je n'ai jamais menacé personne de loyer. Je n'ai jamais fait pression sur personne pour signer quoi signer. Je n'en ai pas besoin. Ma voix était égale. Mais à l'intérieur, un feu a brûlé. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers mon ordinateur et j'ai tiré un dossier étiqueté la conformité. Tout était là. Journaux de maintenance, rapports d'inspection, factures des entrepreneurs, même photos de chaque réparation et mise à niveau terminée. J'ai appris très tôt que la paperasse était mon meilleur bouclier. Chaque fois que quelqu'un remettait en question mon intégrité, j'avais des preuves. J'ai ouvert un autre dossier, celui-ci étiqueté des communications. Chaque lettre, chaque email, chaque texte qui a confirmé mon entreprise était au-dessus du conseil d'administration. S'il voulait venir après moi, il devrait parcourir une montagne de reçus et de signatures. Ce n'était pas seulement les appels ou le contrôle soudain de la carte de logement. La vraie attaque est venue en chuchotement, les fausses critiques qui ont surgi en ligne, des comptes anonymes sans histoire, laissant des notes à une étoile avec de vagues accusations. Bâtiment dangereux, un lisant, le gestionnaire fait pression sur les locataires. Un autre a affirmé, rythme d'incendie. Restez à l'écart. J'ai cliqué sur eux un par un, chacun aussi transparent que le précédent. Je savais qui était derrière eux, ou du moins qui les avait commandés. Marcel n'aurait peut-être pas composé les chiffres lui-même, mais ses empreintes digitales étaient partout. Kendra m'a remis une pile de messages. Vous avez des appels de 3 agences différentes pour vous poser des questions sur vos bâtiments, a-t-elle déclaré, son front sortant. Et quelqu'un a quitté ça. Elle a glissé une enveloppe sur le bureau, pas de nom sur le devant. Je l'ai ramassé, le pesant dans ma main. Le seau était bon marché, le type que vous obtenez en vrac au magasin de fourniture de bureau. Je l'ai déchiré et retiré une seule feuille de papier, une liste dactylographiée de violations supposées à diverses propriétés. Pas de chef de lettres, pas de signature, juste une menace pointée de balle. En bas, en gras, se trouvait une ligne, nous regardons. Je pose le papier, mon pouce stable. Kendra, dis-je, ma voix calme. Appelez notre avocat. Dites-lui que je veux un examen complet des dossiers de conformité de chaque propriété et obtenez-moi une réunion avec l'inspecteur de la ville. Nous n'allons pas laisser cela s'asseoir. Elle hocha la tête, les yeux écarquillés. Bien sûr. Je me penchai en arrière, fixant le papier, les mots me regardant comme un défi. C'était leur déménagement. C'est ainsi qu'ils pensaient qu'ils m'ont battu. En me faisant douter de ma propre fondation,
en faisant douter des autres de moi. Mais ils ne savaient pas que je construisais ça depuis des années. Brique by brique, fichier par dossier, j'avais appris à la dure que la confiance soit gagnée en détail. Cette nuit-là, je suis passé devant l'un des bâtiments qu'ils ont ciblés, un complexe de briques rouges que j'avais acheté et je me suis restauré. Les fenêtres brillaient de la vie, des familles dînant, des rires pour enfants flottant des fenêtres fissurées. Je suis entré dans le lot, je suis sorti et j'ai laissé l'air de la nuit me laver. J'ai marché le périmètre, vérifiant les lumières, les serrures, les sentiers. Je me suis arrêté pour discuter avec Madame Alvarez en 102 qui y vivait depuis avant d'avoir acheté l'endroit. Elle rayonna quand elle m'a vu. Monsieur les routes, tout va bien ici. J'ai vu quelqu'un espérer plus tôt, cependant. Ne l'a pas reconnu. Merci de m'avoir fait savoir, dis-je, mon sourire authentique. Si vous voyez autre chose, vous m'appelez tout de suite. Je suis retourné au camion, la nuit s'installant lourde sur mes épaules. Il pensait se plier sous pression. Je pensais que je me penchais parce qu'ils m'avaient fait me sentir petit une fois. Mais ils avaient oublié quelque chose. J'avais construit ma vie à prouver que les gens ont tort. Alina pensait que je me replierais. Son père pensait mendier. Ils pensaient tous que je serais l'homme en dehors de leur monde pour toujours. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé des années à préparer des tempêtes comme celle-ci. J'avais construit toutes les bases pour résister au pire qu'ils pouvaient me lancer. Je suis monté dans le camion et j'ai tourné la clé, le moteur rugissant à vie. Les phares ont illuminé la rue devant. Droit et long, pas d'ombre assez profonde pour me cacher. Je n'allais pas courir. Je n'allais pas me cacher. J'avais affronté pire qu'eux. Et je parcourais tous les incendies qu'ils m'étaient mis. Je me suis sorti du lot. La ville s'élevant autour de moi comme une forteresse que j'avais construite de mes propres mains. Laissez-les venir. Laissez-les essayer de me démolir. Je serai prêt. Parce que je n'étais plus l'homme qui utilisait la porte arrière. J'étais l'homme qui possédait le front. L'annonce a frappé le Vermont Business Times un mardi matin croustillant. Un écart en pleine page, noir et blanc, pas de conception sophistiquée, juste la vérité, disposée dans des lettres audacieuses qui ne pouvaient pas être ignorées. Lorsque la famille se transforme en responsabilité, le coup d'essayer de détruire votre gendre. Sous le titre, je laisse les preuves parler de lui-même. Capture d'écran des fausses critiques, email de comptes anonymes remontant à une petite entreprise de relations publiques connue pour les campagnes de diffamation. Les appels à la carte de logement sont enregistrés et ancrés. Chaque fil du web qu'ils ont essayé de tisser à nu pour que quiconque a des yeux à voir. Je n'ai pas nommé nom, mais je n'ai pas eu à le faire. Tout le monde dans cette ville savait qui avait tenté de me faire tomber, et les preuves ont rendu le moins officiel. L'appel a commencé avant midi, locataires, partenaires commerciaux, anciens collègues. Mon téléphone a bourdonné comme un nid de guêpes en colère. La plupart étaient des appels de soutien, mais quelques-uns provenaient de journalistes désireux de renifler le reste de l'histoire. Terence m'a appelé autour du déjeuner. Sa voix était basse, mais le respect était indubitable. Vous avez des pierres, a-t-il déclaré. J'aurais payé pour voir le regard sur le visage de Marcel quand il a vu ce papier. Et vous l'avez fait sans même laisser tomber son nom. C'est la classe. Je l'ai remercié, sentant la bobine serrée dans ma poitrine desserrer un peu. Je suis fatigué de faire semblant, dis-je. Ils ont essayé de m'enterrer, mais j'ai gardé les reçus. Le mot se propage rapidement. Mes locataires, qui avaient vu la poussée soudaine d'inspecteurs suspects et d'appels anonymes, se rallient derrière moi. Ils ont envoyé des lettres de soutien, des notes de gratitude pour les réparations que j'avais effectuées, les améliorations que j'avais financées, les patients que j'avais montrés. Mes partenaires ont appelé avec des messages qui ont mélangé l'incrédulité avec admiration. En l'espace d'une journée, le récit s'est déplacé. Le nom de Marcel a chuchoté une fois comme un billet d'or se sentait soudainement terni. Des gens qui s'étaient assis à sa table, qui avaient salué son charme, le regardèrent maintenant avec soupçon. La vérité avait un moyen de coller comme du goudron à vos chaussures, peu importe à quel point vous avez marché avec soin. Alina a appelé cette nuit-là. Sa voix était douce, hésitante. La confiance que j'avais trouvée une fois attrayante maintenant dépouillait crue. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle dit. Je pensais que papa protégeait la famille. Protégeant la famille, j'ai répété. L'amertume recouvrant ma langue en me détruisant. Je ne savais pas, chuchota-t-elle. Nous pouvons résoudre ce problème. Je me penchai en arrière sur ma chaise,
laissant l'obscurité de la pièce s'enrouler autour de moi comme une armure. Réparer quoi? Moi ou l'histoire que vous avez racontée à tout le monde sur moi? Elle se tut, et pendant un moment, je pouvais entendre sa respiration, peu profonde, inégale. Je suis désolé, dit-elle enfin. Je ne savais pas. J'ai pensé au dîner, aux rires dans la salle à manger qui ne m'ont jamais inclus, aux façons subtiles qu'ils m'avaient fait me sentir comme un intrus dans mon propre mariage. Les fois où elles laissaient leurs blagues glisser, ne me levant jamais, ne me demandant jamais pourquoi j'étais toujours celle qui devait sourire et la prendre. Vous ne vouliez pas savoir, dis-je. C'est la différence. Le silence s'étendait entre nous jusqu'à ce qu'il s'effilcît sur les bords. Je n'ai pas raccroché. J'ai laissé le silence parler pour moi. Laissez-la s'asseoir dans la vérité qu'elle avait évitée pendant si longtemps. Dans les jours qui ont suivi, les retombées sont venues vite et dures. Le conseil municipal a fait une pause tranquille sur l'un des plus grands projets de Marcel. Aucune explication donnée, mais les chuchotements ont tout dit. Les investisseurs se sont retirés d'un autre développement, citant le risque de réputation. Ces appels téléphoniques, une fois un billet pour influencer, ont maintenant sonné sans réponse. Moi? J'ai continué à travailler. J'ai rencontré mes locataires, répondu à leurs questions, je les ai rassurés que leur maison et mon entreprise étaient en sécurité. J'ai serré la main des inspecteurs de la ville, remis tous les documents qu'ils demandaient et les ai regardés hocher la tête, impressionnés par mes disques méticuleux, parce que c'était la chose qu'ils n'avaient jamais compris. À mon sujet. J'avais construit cette brique d'empire par brique, en détail par détail, sans jamais prendre de raccourcis que je ne pouvais pas défendre. Ils pensaient qu'ils pouvaient me faire peur avec des chuchotements. Ils pensaient courir, mais la vérité était que j'attendais qu'ils viennent pour moi. J'attendais de leur montrer ce qui s'est passé lorsque vous avez essayé de couper un homme qui avait passé sa vie à apprendre à se tenir debout. Leur empire s'est craqué rapidement, comme un barrage, donnant finalement la voix sous pression, ils ne croyaient jamais que cela viendrait. L'appel a commencé à l'aube. Ceux auxquels ils n'avaient jamais pensé qu'ils devraient répondre. Les avocats, les investisseurs, les développeurs s'inquiétaient soudain de l'éclat du nom de Marcel. Je n'avais pas à dire un mot. Les preuves que j'avais présentées dans le Times Business ont parlé pour moi. Un par un, les permis liés à son dernier projet d'animaux de compagnie au centre-ville ont été tirés. Le conseil municipal, tout silencieux, l'a envoyé des avis polis mais dévastateurs. Nous regrettons de vous informer que votre permis est en cours d'examen. Je connaissais bien la langue. Je l'avais écrit moi-même une fois dans un contexte différent. Des mots qui semblent neutres mais auraient aussi bien pu être un nœud coulant. Terence m'a appelé de sa voiture. Le rugissement du vent sur l'orateur. Marcel se brûle vivant là-bas. Il a dit. L'incrédulité se mêlait à la satisfaction. La moitié du conseil parle déjà de rompre les liens. Le reste? Ils ont peur. Personne ne veut être le prochain nom de votre liste. Je me penchai en arrière sur ma chaise, le soleil coulant à travers la fenêtre, réchauffe contre mes bras. Bien, dis-je. Ils pensaient qu'ils pouvaient me faire descendre avec des demi-mèches et des menaces. Ils ne pensaient pas que je serais prêt. Ce n'est pas le seul à vous avoir sous-estimé, a ajouté Terence, sa tonalité. Vous faites repenser beaucoup de gens comment ils font des affaires. Gardez cela à l'esprit. J'ai terminé l'appel et je me suis assis un instant, écoutant le bourdonnement de la ville à l'extérieur. La rue ci-dessous était vivante avec des gens qui ont fait leur journée, inconscients de la guerre silencieuse qui avait fait rage à huis clos. J'ai ressenti le poids de tout cela. Des années de mordage de ma langue, de les laisser me traiter comme le gars qui n'appartenait pas à la table. Cette nuit-là, je lisais des emails dans mon appartement quand il y avait un coup à la porte. Ce n'était pas poli ou prudent. C'était désespéré. 3 courroux qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis levé, le sol refroidi sous mes pieds nus et j'ai ouvert la porte. Alina se tenait là, les larmes sur ses joues, le mascara maculé comme la peinture de guerre. Puis-je entrer, demanda-t-elle, sa voix petite. Je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que tu veux, Alina? Elle essuya les yeux et regarda dans le couloir comme une femme chassait. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, murmura-t-elle. Papa, il est en désordre. Maman ne parle à personne. Les permis, les investisseurs. Tout s'effondre. Nous ne savions pas que tu fasses ça. Faites quoi? J'ai demandé, pliant mes bras sur ma poitrine. Moi. Dites la vérité. Sa lèvre trembla.
Nous ne pensons pas que tu ne pensais pas à rire. M'invitait la porte arrière. J'étais. Peut-être qu'elle n'a jamais eu. Je pensais que nous pourrions résoudre ce problème. Nous pourrions réessayer. Soyez-nous. J'ai laissé échapper un souffle. Le dernier de ma colère se dissolvant en quelque chose de plus silencieux, plus froid. Réparer quoi? Moi ou l'histoire que vous avez racontée à tout le monde de moi? J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de fixer, Alina. Je ne l'ai jamais fait. J'avais besoin de toi pour me tenir à côté de moi. Tu ne pouvais pas. Ses yeux brillaient dans la faible lumière du couloir. Je suis désolé, chuchota-t-elle. Je suis vraiment. Je crois que. Mais désolé, ne guérit pas un os cassé. Cela pointe juste à la fracture et dit, cela n'aurait pas dû se produire. Elle se rapprocha, la main tendue. S'il te plaît, parlons. Juste toi et moi. J'ai reculé. Non, sa main tomba. Alors c'est ça. C'est tout. J'ai dit, ma voix stable. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire maintenant. Vous avez choisi votre côté. Vous les laissez décider qui j'étais. L'éblouissement de midi. Documents répartis sur le bureau en acajou. Chaque page un enregistrement de promesses rompues, de confiance érodée par des rires qui avaient toujours été à mes dépens. Mon avocat, une femme nommée Evelyne avec des yeux pointus et une voix qui n'a jamais tremblé, a glissé le projet final à travers moi. C'est simple, a-t-elle déclaré. Aucun actif partagé, pas de pension alimentaire, pas de réclamation sur vos propriétés. Cropule cassée. Je laisse le mot s'enfoncer. Cropule cassée. Il semblait antiseptique, comme une blessure chirurgicale qui ne saignerait pas. J'ai ramassé la broche et j'ai plané sur la ligne qui disait « Signature ». Pendant un moment, j'ai vu le visage d'Alena. La façon dont ses yeux s'allumaient pour la plus petite gentillesse. La façon dont elle pensait à la main, le mariage, le mariage, le mariage était un mariage. Un endroit sur où l'honnêteté a vécu. À ce dîner de Thanksgiving à la façon dont le père d'Alena m'avait offert un siège à sa table d'une main et a essayé de couper mes jambes sous moi avec l'autre. La façon dont Alina l'avait regardé se produire et n'a rien dit. Chaque rire poli, chaque regard de pitié comme si j'étais le pauvre homme chanceux d'avoir épousé leur fille. Comme si l'amour était un billet de loterie, ils m'ont donné de la charité. Mais le fait était que je n'avais jamais été la chance. J'étais celui qui a fait sa propre chance, qui a transformé chaque insulte en carburant. Et maintenant, alors qu'Evelyne a rassemblé les papiers dans une pile soignée, j'ai ressenti ce même feu, silencieux, mais imparable. Alina m'avait envoyé un texto plus tôt. Nous pouvons en parler. Nous pouvons le résoudre. Mais je savais ce que cela signifiait. Le travail était une autre façon de dire que cela ne s'est jamais produit. Une autre façon de me ramener dans l'ombre. Pendant qu'il riait dans la lumière, je me suis tenu et j'ai glissé ma veste sur mes épaules. Evelyne m'a tendu une mince enveloppe de manille. Il s'agit d'une copie pour vos dossiers, a-t-elle déclaré. Je vais demander à un courrier de lui livrer les documents officiels. J'ai hoché la tête. Merci, hésita-t-elle, ses yeux se ramollissent. Si tu as besoin de quelque chose, hein, je l'ai, dis-je en la coupant doucement. Je n'avais pas besoin de sympathie. Je n'avais besoin de personne pour me dire que j'avais fait la bonne chose. Je le savais. Le ciel à l'extérieur était un gris meurtri. Les nuages épais de pluie qui n'étaient pas encore tombés. J'ai marché sur le trottoir, chaque étape se sentant délibéré, comme si je traversais un pont vers un endroit où je rêvais sans même le savoir. Mon téléphone bourdonne à nouveau. Alina. Je l'ai laissé sonner. À la maison, je me suis versé un verre de ce même écossais âgé que j'ai apporté à Thanksgiving. La bouteille maintenant à moitié vide. Je le mets sur le comptoir, sa lueur ambrée attrapant la lumière comme un petit soleil. Le souvenir de cette nuit était encore frais. La façon dont je me tenais dans la cuisine pendant qu'il riait dans la salle à manger. La façon dont sa mère m'avait appelé Franck, comme si j'étais traiteur. Ce scotch avait alors été une offre de paix. Maintenant c'était une victoire toast. J'ai soulevé le verre sur mes lèvres et laissé la chaleur glisser dans ma gorge. L'amertume n'était pas seulement l'alcool. C'était l'histoire, l'acceptation silencieuse de chaque diapositive que j'avais endurée. J'avais passé des années à les laisser me dire qui j'étais censé être. Maintenant, à chaque gorgée, j'ai récupéré un morceau de moi-même. La clause de divorce était simple.
Pas de pension alimentaire, pas de réclamation pour conjoint, pas de règlement. Chaque atout que j'ai construit est resté le mien. Chaque bâtiment, chaque locataire, chaque contrat, il était à moi parce que je les avais gagnés. Elle pouvait garder son nom, ses fêtes, ses dîners sous le lustre. Je garderai mon empire. Le téléphone sonna à nouveau, persistant. Je l'ai laissé sonner. J'avais appris que parfois le silence était la seule réponse qui comptait. Plus tard dans la soirée, je me suis assis à ma table de cuisine. Les papiers de divorce se sont répandus devant moi. Les lignes se sont légèrement brouillées, une combinaison du scotch et du poids de tout cela. J'ai pensé à l'homme que j'avais été quand je l'ai épousé. Un homme qui croyait que la famille était de se présenter pour chacun autre. Que si vous travailliez assez dur, vous gagneriez leur respect. Que si vous aimez quelqu'un assez, il resterait près de vous et que le monde est devenu froid. Mais la vérité était que le respect ne pouvait pas être gagné de gens qui avaient déjà décidé que vous n'étiez pas suffisant. Dans l'amour, le vrai amour ne vous a pas demandé de rétrécir pour que quelqu'un d'autre puisse rester plus grand. J'ai repris l'épingle et signé la page finale. C'était comme un exorcisme. L'homme que j'étais, l'homme qui les avait laissés le définir, est mort avec cette signature. J'ai boxé sur les photos de mariage, les cartes d'anniversaire, les souvenirs d'un mariage qui avait été plus de performance que de partenariat. Je mets la boîte par la porte. Peut-être que je le ferai. Peut-être que je le laisserai rassembler la poussière à l'arrière du placard. Quoi qu'il en soit, j'avais continué. Le lendemain matin, Evelyne a appelé pour confirmer que les papiers avaient été livrés. Elle ne l'a pas contesté, a-t-elle dit. Je viens de signer. J'ai fermé les yeux, laissant le soulagement inonder. Bien, je murmurai. Parce que j'avais fini de me battre pour un endroit à leur table. Je construis ma propre table, plus forte, plus large, avec un siège pour tous ceux qui m'ont traité comme si j'appartenais. J'ai soulevé le verre de scotch une fois de plus, le liquide ambré reflétant la lumière tôt le matin. J'ai pensé à l'homme qui était entré dans ce dîner de Thanksgiving, sa bouteille de scotch à la main, pensant qu'il apportait un cadeau à une famille qu'il avait toujours considérée comme laide. Mais je n'étais pas laide. J'étais l'homme qui possédait la maison dans laquelle il vivait, l'homme qui avait signé chaque acte, chaque chèque, chaque promesse. Et pendant que je prenais cette dernière gorgée, j'ai réalisé quelque chose. Il m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. Preuve que je n'appartenais pas à leur monde et à la force de construire le mien. Un an plus tard, je me tenais au seuil d'un bâtiment que j'avais transformé d'une coquille en ruine en un endroit qui respirait avec la vie. C'était un nouveau Thanksgiving, mais cette fois, le rassemblement n'était pas tenu dans la maison de quelqu'un d'autre. C'était dans le mien, un centre communautaire qui a doublé de logements abordables, un endroit où les familles qui n'avaient jamais offert de siège à la table pouvaient rassembler enfin sans crainte d'être refoulées. Le foyer sentait du pain chaud et du cidre épicé, l'air vif de rire et le mélange des chaussures pour enfants sur des sols fraîchement cirés. Mon équipe avait décoré l'endroit avec des feuilles d'automne, des dindes en papier fabriquées par des enfants locaux et une bannière simple qui lisait « Welcome Home ». Et c'est exactement ce que c'était, une maison, même si ce n'était pas une maison. Terence s'est présenté en premier, sa femme sur son bras, toutes deux portant une tarte qui sentait le bourbon et le caramel. Il m'a donné ce sourire familier alors qu'il étendait la boîte. Cet endroit a l'air incroyable, a-t-il dit, ses yeux balayant les hauts plafonds et les murs de briques exposés. Tu as fait ça. Je lui ai serré fermement la main. Non, dis-je, faisant un geste vers la famille qui se pose derrière lui. Nous avons fait ça. Une jeune mère s'est approchée, sa petite fille accrochée à sa jupe. Merci de nous avoir invités, a-t-elle dit Chili. Cela signifie beaucoup. J'ai souri, je me penchant au niveau de la fille. Je suis content que vous soyez là, dis-je, ce qui signifie chaque mot. Comme la pièce remplissait, j'ai vu des visages qui m'ont rappelé pourquoi j'avais construit cet endroit. Un homme qui venait de sortir d'un double quart de travail à l'entrepôt. Une femme qui avait finalement laissé un mauvais mariage. Le temps, je suis resté à l'avant. Année. Celui qui avait franchi la porte de la cuisine, les épaules lourdes du fardeau d'essayer de faire ses preuves à des gens qui ne se souciaient jamais. Cet homme était parti. À sa place se tenait quelqu'un qui avait appris la leçon la plus difficile. Vous ne pouvez pas forcer les gens à voir votre valeur. Vous ne pouvez le construire en brique que par la brique jusqu'à ce qu'il se tient si grand qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Terence a élevé un verre de cidre. À la deuxième chance, a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce et à l'homme qui nous a tous donné un siège à sa table. La pièce a éclaté en applaudissements,
le son gonflant comme une vague qui a emporté chaque cœur avec. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi, une vieille douleur desserrant sa poignée, un dernier soupir de soulagement. J'ai levé mon propre verre, le cidre croustillant et refroidi dans ma main. Pour nous, j'ai dit à chacun de nous qui a décidé que la famille n'était pas quelque chose dans laquelle vous êtes né, c'est quelque chose que vous choisissez. J'ai regardé autour de la pièce à chaque visage illuminé par la lueur chaude des lumières suspendues, et j'ai ressenti une fierté qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut. C'était l'empire que j'avais construit. Pas une tour de verre et d'acier, mais un endroit où les rires résonnaient dans les couloirs qui étaient autrefois vides, où chaque porte s'ouvrait à la possibilité. Et cette fois, j'ai fait entrer tout le monde par la porte d'entrée, y compris moi-même, car la seule porte dans laquelle j'ai entré maintenant était celle que je possédais.